Alors bienvenue sur les Culturales 2023. Comme chaque édition des Culturales, nous organisons une visite des collègues et des consoeurs de l'Académie d'agriculture. C'est une plateforme qui représente tout ce qui se fait en termes d'innovation, qui pose aussi les questions techniques que l'on peut trouver sur les grandes cultures. Et donc c'est l'occasion de voir d'une part les innovations, mais aussi de s'intéresser à toutes les préoccupations techniques que peuvent avoir les agriculteurs pour les grandes cultures. Donc pour cette édition des Culturales 2023, nous avons eu la chance d'avoir une présentation par Delphine Boutet, qui est la grande organisatrice de cette magnifique plateforme, qui nous a fait donc une visite de tout l'espace technique des Culturales, donc qui est un espace dédié à toutes les problématiques agricoles, que ce soit l'adaptation au changement climatique, que ce soit les questions d'alimentation des plantes, que ce soit les questions de protection des plantes, ou que ce soit les questions de travail du sol, les questions de génétique, enfin toutes les préoccupations que les agriculteurs ont quasiment au jour le jour pour répondre à leurs besoins de production et pour pouvoir répondre à toutes leurs interrogations techniques, à la fois aujourd'hui et pour le futur. Vitrine de culture qu'on a mis en place pour répondre justement à ces grandes thématiques. Sur cet espace, il n'y a pas de commerce. Aujourd'hui, on ne va pas dire telle variété, excusez-moi, telle variété va être meilleure qu'une autre ou tel produit. Ça ne nous intéresse pas. Quand on va parler santé des plantes, on va parler stratégie. Donc c'est un espace sur lequel vous allez pouvoir retrouver 250 experts des instituts, donc et Arvalis, Terrinovia, l'ITB, la FNAMS, et puis des partenaires proches associés. Donc on a bien décidé ce schéma-là parce que on ne voulait pas qu'il y ait des discours commerciaux sur cet espace. Les partenaires, par contre, vont s'approprier ces espaces-là en organisant des visites guidées. Et le groupe que vous avez vu, par exemple, passer, c'est un groupe de coopératives qui a organisé une visite guidée pour ses adhérents. Donc voilà. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on prenne le coupe-fil, donc qui n'est pas indiqué sur le plan, qui est ici. Et puis une fois que la visite guidée sera terminée, eh bien, vous pourrez, si vous le souhaitez, individuellement aller sur les ateliers que vous avez repérés et parler aux experts, parce que ce que j'ai prévu, c'est de vous faire le tour sans m'appuyer sur les experts. Ensuite, à vous d'aller voir les collègues Arvaliciens, ITB, Terrinovia, sur les ateliers que vous aurez repérés. Voilà. Tu les as énervés hier. Sans blague. Bah oui, quand même, pour être réveillé de temps en temps. J'ai vu Philippe dernier. Non, je respecte Thérèse méritait. Ah, R2D2, chercher une Donc, bienvenue sur l'espace changement climatique. Donc, on va parcourir cet espace. Je vais vous donner l'idée générale de cet espace. L'objectif, c'est en 1 heure de vous présenter un peu tout le dispositif technique. Ensuite, vraiment, les collègues n'attendront que vous si vous avez plein de questions, notamment sur certains ateliers. Donc, l'objectif du changement climatique ici, c'est de parler d'adaptation. Parce que quand on a posé la question aux agriculteurs qui font partie du comité de pilotage, ils nous ont dit, nous, le changement climatique, c'est l'adaptation et pas l'atténuation. L'atténuation, ça porte qu'à vous ou aux représentants professionnels. Donc, on a un petit peu chanté le côté atténuation sur l'espace changement climatique, mais pas tout. Et en fait, on a fait un petit tour de passe-passe puisque l'atténuation, c'est juste à la limite, c'est juste derrière. Donc, on l'a mise du côté nutrition des plantes. Voilà. Donc, ne vous étonnez pas si on ne vous parle pas de stock carbone ici, c'est juste à côté. Donc, les agriculteurs, vous êtes sur le premier atelier ici pour évoquer le changement climatique.
et notamment le fait que le changement climatique, ce n'est pas qu'une augmentation de température, hein, mais bien une augmentation des aléas. Et donc on invite, et je vais vous inviter, à passer dans la serre. Alors on avait essayé d'avoir des plantes qui auraient poussé nos cultures, qui auraient poussé dans des chambres donc contrôlées avec les conditions qu'on aurait en 2050 et 2070. Ça n'a pas pu se faire, mais voilà, donc on invite quand même les agriculteurs à ressentir l'effet de serre en passant justement dans une serre. Donc je vous propose qu'on fasse le chemin qu'on propose aux agriculteurs. Et tu t'as simulé combien là, plus 4 Bah, degrés? cet après-midi, il fait très très chaud. Alors l'objectif de ce salon, c'est de passer de l'information de manière ludique. C'est vraiment ça qui a été à l'origine des culturales. C'est comment passer l'information de tous nos derniers résultats de recherche et développement, alors pas que de nous, de l'INRAE, du CNRS, de façon ludique pour que les agriculteurs puissent s'approprier ces résultats. Donc on est très loin du colloque scientifique. On se met au niveau de tous les agriculteurs. Et ce salon a bien été construit pour toutes les agricultures. On est dédié aux grandes cultures, mais on va aussi bien parler à l'agriculteur biologique que l'agriculteur qui est en agriculture de conservation des sols ou dans divers systèmes dits conventionnels. Voilà. Donc vous allez voir qu'on a essayé de faire de la pédagogie de façon ludique pour que les agriculteurs puissent retenir les grands messages. Plusieurs choses. Donc vous avez les vitrines de colza et de tournesol. Terrinovia s'est positionné ici, à d'autres endroits également. Ils ont voulu évoquer déjà les impacts climatiques sur le colza. Dans la région, le premier impact du changement climatique, c'est qu'au mois d'août, aujourd'hui, on a de réelles difficultés d'avoir de l'eau pour faire lever le colza. Donc ils donnent toutes les astuces pour préparer le sol, pour préparer le lit de semences sans trop dessécher. Ensuite, ils vont évoquer tous les problèmes de ravageurs qu'ils ont à l'heure actuelle et qui risquent malheureusement de s'amplifier. Le tournesol est présenté comme une alternative dans la région. Pour la vraie difficulté aujourd'hui qu'on a du tournesol, c'est les dégâts d'oiseaux, et ça c'est quelque chose c'est un atelier qui sera sur le stand, sur l'espace santé des plantes. Donc on le passera tout à l'heure à côté. Vous avez nos collègues qui derrière, là dans la tente, qui parlent stockage à la ferme. Il y a eu pas mal de simulations on utilise tous les scénarios du GIEC pour estimer différentes conséquences. Et ce qu'on voit notamment, c'est qu'en France, ça sera de plus en plus compliqué de stocker correctement les grains, puisque en France, on utilise la ventilation pour refroidir nos grains, et que quand vous avez une température extérieure qui ne descend pas suffisamment, c'est très compliqué. Et on l'a vu l'été dernier, notamment dans le sud de la France, pour des collecteurs, notamment en bio, donc avec une interdiction d'utilisation d'insecticides, il y avait beaucoup d'insectes parce qu'ils n'ont pas réussi à faire correctement les paliers de refroidissement. Donc les collègues évoquent tout ça aujourd'hui à travers un certain nombre d'outils. Donc le deuxième grand levier sur lequel on a énormément d'espoir, c'est la génétique. Et donc sur cet atelier-là, on va évoquer tous nos programmes de recherche, notamment sur céréales à paille et sur maïs. Donc aujourd'hui, on a des partenariats avec des pays qui sont déjà pas mal soumis à toutes ces contraintes en termes de chaleur, de stress hydrique. Et donc, on présente un peu nos résultats et nos partenariats avec le Portugal et le Maroc notamment. Alors vous allez voir que tout au long de la visite de l'espace technique, le levier génétique arrive vraiment quasiment en tête à chaque fois pour résoudre tous les problèmes. Donc la génétique aujourd'hui est vraiment
je dirais, le levier sur lequel on repose beaucoup de demandes, beaucoup d'espoir, que ce soit, en gros, on veut des variétés qui soient capables d'encaisser les aléas climatiques. On veut une variété qui soit capable de pousser, faire de la protéine sans azote, en gros, hein, j'extrémise. On veut une variété qui tienne debout, une variété qui n'est pas atteinte par les maladies et qui en plus fait du bon pain. Donc je pense honnêtement, pas cher après. Résiste au virus aussi. En fait oui, ça serait pas mal aussi. Bon après, là où on sait que le levier génétique va pas être très performant, c'est les adventices. Et c'est pour ça que dans la région, en gros, le premier problème des systèmes de culture de cette région-là, ce sont les adventices. On a fait beaucoup de progrès sur la gestion des maladies, mais très clairement, là, au niveau des adventices, on n'attend en tout cas pas beaucoup du levier génétique et vous allez voir qu'on va miser beaucoup d'espoir, enfin on va faire reposer les solutions sur des innovations matérielles. Donc il y a plusieurs ateliers sur lesquels seront évoquées les formes chimiques, les formes organiques, et notamment les nouvelles sources et les perspectives en termes de nouvelles sources d'azote et de phosphore et potassium. Et une vitrine qui est dédiée au pilotage du blé dans un contexte de changement climatique. Alors quels sont les grands messages rapidement par ces ateliers, et puis après vous pourrez aller les voir. On va évoquer tous nos résultats sur la volatilisation, puisque aujourd'hui dans cette région on a un plan de pollution atmosphérique, puisque, comme vous devez le savoir, l'ammoniac est précurseur de particules fines et que malheureusement, souvent, les pics de pollution sur Paris correspondent aux périodes d'épandage. Et quand vous avez le préfet qui dit « moi, si ça continue, j'interdis l'épandage des engrais au mois de mars », ben, vous commencez à paniquer pour vos blés. Donc l'objectif, c'est de travailler sur privilégier les formes qui sont le moins volatiles, et donc l'urée aujourd'hui est vraiment dans la ligne de mire de l'administration. Donc on a de la chance, on a des urées protégées qui volatilisent moins. Donc il y a aussi des pratiques, hein, l'enfouissement quand c'est possible. Donc on évoque les solutions avec les agriculteurs et on évoque également ces formes vis-à-vis de la sécheresse. En Seine-et-Marne par exemple, ils utilisent encore beaucoup de solutions azotées. Et je pense que, alors c'est une raison économique, mais je pense que dans un contexte de changement climatique qui va quand même compliquer les choses, ben, peut-être que c'est quand même pas la forme la plus adaptée. On évoque également tous les résultats de biostimulants qu'on est en train de travailler. Alors on a beaucoup d'espoir, beaucoup d'échecs. C'est un peu comme le biocontrôle, on va dire testé des milliers de choses et qu'aujourd'hui c'est quand même... en tout cas en céréales, en grande culture, c'est quand même pas miraculeux, ni pour les biostimulants, ni pour les biocontrôles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas demain. Moi j'ai beaucoup d'espoir, hein, il y a de la recherche. Je me dis que ces solutions pourraient arriver. Donc les biostimulants, on les teste sur plusieurs années à Boigneville, sur la ferme que je gère. J'ai mis ça dans un essai où on n'a rien apporté du tout en bio depuis 2008. Donc je me dis, alors je fais du thé de compost, j'ai du biochar, j'ai un certain nombre de bactéries, enfin des produits qui sont dits a priori miraculeux. Et donc j'attends le miracle depuis 3 ans. Alors je regarde les structures, je regarde l'impact sur les indicateurs de la vie des sols. Bon, pour l'instant c'est vraiment décevant. C'est vraiment décevant. L'agriculture biologique est là-bas, donc moi je vous conseille pour ceux qui sont intéressés d'y aller. On adapte nos discours aux agriculteurs, soit qui sont bio, soit qui sont avec un profil conventionnel. Sur l'agriculture biologique, 2 mots. Les 2 thématiques les plus importantes pour la région, c'est, vous allez me dire, c'est vraiment une obsession, les adventices, avec notamment une problématique vivace, hein, parce qu'au bout Pourquoi tu mets pas des volailles? En fait, il faut qu'ils arrivent à ne pas manger la culture. Et si on arrive à faire ça... Je demande à Frédéric, ça va se faire. Donc aujourd'hui, les 2 principaux soucis, c'est les adventices, mais encore, moi je trouve qu'on gère vraiment bien les adventices. Hein.
Donc ça fait 20 ans que je travaille sur l'agriculture biologique auprès d'agriculteurs du secteur et on a une partie de la ferme de Boigneville qui est en agriculture biologique. Franchement, si on fait très attention, on ne se laisse pas déborder. Le tout, c'est d'être toujours vigilant, ça marche bien. En fait, notre flore qui était à la base dominée par des graminées devient dominée par des dicotylédones. Moi, j'aime bien la diversité des dicotylédones. Celles qui deviennent problématiques vraiment, c'est les chardons, les rumex, avec la difficulté qu'on nous impose une directive nitrate, alors qu'on ne met quasiment pas d'azote. Et quand vous avez un couvert à positionner, et ben en fait, souvent dans la région, le mieux pour gérer les chardons et les rumex, c'est fin août, de fin août à fin septembre, puisqu'on sème très tard en bio. Et quand on nous oblige à couvrir les sols à ce moment-là, c'est vraiment très contre-productif pour nous. Donc j'espère, là on est en train de faire les négociations de la région, j'espère qu'on aura une exception au bio parce que ça peut être catastrophique. Alors on a beaucoup de luzerne, la luzerne c'est génial sur chardon, bon, ça le détruit pas, mais quand on dit souvent 3 ans de luzerne c'est 3 ans de tranquillité, puis après il revient. Par contre la luzerne en général lève la dormance des rumex et là souvent on a quand même des problématiques rumex. Ensuite, quand on est un vieux bio, la problématique l'adventice qui arrive, c'est la folle avoine. Et donc, on a fait pas mal d'essais sur la folle avoine, notamment pour comprendre sa capacité à être écimée et à mûrir, même quand la graine est encore un peu verte. Alors, moi, ce que j'adore, c'est là, vous voyez une zurne, c'est en fait une écimeuse ramasseuse. Parce qu'en fait, ce que je disais souvent aux agriculteurs, parce que la folle avoine elle est capable de germer quand même alors qu'elle n'est pas mature, vous faites un passage d'écimage, je dis c'est parce que ça vous conforte, mais en fait les graines elles sont en dessous. Donc, et puis en plus si vous faites votre écimage assez tôt, en fait la folle avoine est capable, c'est comme le gazon, enfin, est capable de repousser rapidement et de faire l'épi juste en dessous. Donc vous ne pouvez pas écimer. Donc en gros, ça ne servait pas à grand chose, je trouvais. Sauf que depuis, on a des récupératrices, des écimeuses avec un bac de récupération. Et ça, c'est vraiment génial. Deuxième problématique des bio, la fertilité des sols. Il y a de gros projets de recherche en ce moment et notamment sur le phosphore, phosphobio. J'attendais ce sujet depuis longtemps. On a vu dans les publications des résultats. J'attendais qu'on s'intéresse au phosphore depuis longtemps parce que autant l'azote, on la récupère via les légumineuses et ça on sait faire, ça marche très bien. Autant les légumineuses qu'on met dans nos systèmes sont quand même très consommatrices de phosphore et de potassium, mais quand vous apportez pas, moi je suis dans un système extrême, je dirais même extrémiste à Boigneville où j'apporte rien du tout. Je vois mes teneurs diminuer, et qu'à un moment donné, les agriculteurs qui sont dans des systèmes très autonomes comme le mien remarquent qu'aujourd'hui ne profitent pas, contrairement à leurs voisins bio, des bonnes conditions. C'est-à-dire qu'ils arrivent encore à produire, mais que l'année où il y a des très bonnes conditions, en fait, ils ne profitent pas de ces bonnes conditions. Voilà pour le bio. Atelier de prévention prophylaxie des blés et des orges. Principal levier, la variété. Qu'est-ce qu'on demande à cette variété en termes de ravageurs et de maladies? Très clairement aujourd'hui c'est la rouge jaune. On parlait de septoriose. Aujourd'hui la septoriose avec notamment des sécheresses printanières qui sont de plus en plus fréquentes, on en voit de moins en moins, les variétés sont de plus en plus résistantes. La maladie, moi qui m'embête le plus, mais vraiment bio-conventionnelle, c'est la rouge jaune. Parce que quand vous avez une variété sensible à la rouge jaune, c'est très précoce. Il faut démarrer les traitements très précocement et après, si la variété est vraiment sensible, il faut cadencer. On a beaucoup d'espoir sur la biodiversité, mais quand même, il nous reste quand même beaucoup de choses à apprendre. Beaucoup d'espoir et beaucoup d'échecs. Mais beaucoup d'espoir. Oui, et vous avez un atelier sur la prévention des dégâts d'oiseaux et de gibier. Les gibiers, ça peut gérer, il y a la fédération de chasse qui explique les histoires de clôture. Par contre, les oiseaux, vous allez voir, c'est quand même très très compliqué. Tout ce qu'on a mis en œuvre en termes d'études,
c'est quand même aujourd'hui pas si efficace que ça. Or, la diversification des assolements, la diversification des rotations repose quand même sur cette gestion des oiseaux. Cette année, moi, pour exemple, j'ai ressemé 3 fois le tournesol et je pense que je ne suis pas la seule dans la région. Bonjour, on présente quelques couverts fleuris ici, surtout dans l'objectif de favoriser les auxiliaires de culture, pollinisateurs et ennemis naturels des ravageurs. On a, si vous avez un tout petit peu de temps, je vous raconte alors. Donc là, on a mis 3 couverts de composition contrastée pour des besoins différents. À gauche, c'est vraiment... Alors non, pas que esthétique. L'idée est quand même aussi de favoriser les pollinisateurs et les auxiliaires de culture. Donc à gauche, c'est plutôt interculture avant maïs ou tournesol. Donc avec moutarde blanche, radis fourragé, facélie. Ce sont des plantes qui sont capables de fleurir tard dans l'année, en novembre-décembre, quand il n'y a plus beaucoup de fleurs dans le paysage, où les insectes ont du mal à trouver de la nourriture. Et puis ces deux-là, c'est plutôt à destination de bords de champs peu productifs, donc des pieds de haies, des zones non traitées en bord de lotissement ou bord de cours d'eau. Et les deux sont un peu différents, donc là on a un mélange avec que des annuelles, 6-7 espèces qui démarrent assez fort, qui couvrent bien le sol, mais qu'on est obligé de remettre chaque année. C'est que des elles peuvent se ressemer, mais très vite la facélie va se début avril. Elle prend le dessus la facélie. Oui, si on la laisse 2 ou 3 ans regrainer, elle va très vite prendre le dessus. Et là, elle prend le dessus simplement parce que c'est une de celles qui fleurit le plus vite avec le sarrasin. Et après, le Niger qu'on voit fleurir jaune là, et d'autres fleurs vont prendre le relais quoi, en juillet. Et là, on a un mélange qui est plus diversifié au milieu, avec une dizaine d'espèces. Donc avec à la fois... Ouais, les fleurs sont plus variées, à la fois en couleur et puis en morphologie. Là, il y a surtout des grosses fleurs. Donc la facélie, ça fait des grosses fleurs avec un nectar qui est profond, qui attire surtout les bourdons, les abeilles domestiques, parce qu'elles sont capables d'aller chercher le nectar. Ça se voit, il y en a un paquet. Il y en a énormément. Et comme ils sont gros, oui. Et comme ils sont gros, on les voit bien. Là, si on regarde sur des fleurs plus discrètes, alors le souci, les languettes sont grandes, mais en fait, vraiment l'endroit où il y a le nectar est plus au centre et plus petit. Donc le sarrasin, les soucis, et ensuite on aura la marguerite et l'aquilée qui vont venir prendre le relais. Le sarrasin, donc c'est le blanc, c'est celui-là. Ah oui, d'accord. Donc là, on a du sarrasin, de la bourrage qui est bleu, du souci qui est jaune-orange, de trèfle, du sainfoin, de la luzerne, de la mauve, c'est celle que vous voyez faire les grandes tiges avec des fleurs mauves. Donc avec à la fois des grosses fleurs et des petites fleurs qui permettent d'attirer des auxiliaires variés, quoi. À la fois des pollinisateurs bourdons abeilles et aussi des abeilles sauvages, des cirfes, des parasitoïdes. Voilà, l'agronomie. Après, évidemment, on est inclus. Mais ça se termine avec du matériel, bien évidemment, c'est important, mais c'est pas le. Disons que les gens viennent pas spécialement pour nous. Voilà. C'est plutôt annexe. C'est pas comme Innovagri, où là, franchement, voilà, les gens ils viennent pour ça, ils viennent voir les machines. Voilà. Mais c'est un bon mélange à chaque fois. C'est toujours très intéressant. Là, on a eu. Là, vous avez des économies d'échelle qui sont mises par exemple. On va dire, je fais un produit sur la betterave, un produit moins cher, moins sélectif. Ça, c'est des choses, voilà. Ou alors en forme de terre. Faites deux passages. Ça, c'est là, il y a la sécurisation. Fait majeur de Sangos, je veux dire un peu contemporain, c'est dans les années 1989 où il y a eu ce qu'on appelle un rachat d'entreprise par les salariés. C'est-à-dire que tous les salariés se sont... il y avait 80 salariés dans le sud-ouest et tous les salariés se sont endettés suite au décès prématuré du propriétaire de l'entreprise, du patron de l'entreprise, et donc la succession était passée. Donc les salariés se sont
pour pouvoir racheter la majorité du capital. 1989, 80 salariés dans le sud-ouest. Aujourd'hui, 35 ans après, 1150 salariés dans le monde entier. Donc l'idée, c'est les 13 firmes qui sont là, c'est de standardiser notre bouchon pour à terme... Attends, je t'interromps. Christine peut prendre des photos. Mais oui, pour avoir une incorporation, c'est qu'on a chacun des bouchons différents, des pas de vis différents, etc. Donc on a normalisé sur les bidons de 63 mm de diamètre le pas de vis, comme ça on peut avoir un bouchon unique. À partir du moment où on a un bouchon unique, on peut développer un connecteur. À partir du moment où on a un connecteur, on peut couper l'agriculteur du produit. Donc je vais retirer ça. Je vous fais un résumé. Donc l'idée, c'est de dire, je suis agriculteur, je veux incorporer et je veux le faire sans avoir aucun contact avec le produit. Donc avec mon bouchon standardisé, je viens sur ce truc standardisé, je vais mettre mon bidon. À partir de là, il est hermétique, je n'ai pas ouvert mon bouchon, je vais procéder à la vidange. Donc là, ça va un peu moins vite qu'avec un vrai pulvé parce que c'est une petite pompe qui donne l'aspiration, mais vous voyez, c'est rapide quand même. La deuxième fonction, c'est de pouvoir rincer le bidon. Bon, vous n'êtes pas sans noter que c'est un bidon rond, donc pour rincer les angles, c'est pas d'une utilité folle, mais par contre, imaginez que vous avez un bidon carré ou rectangulaire, ça vous permet de pivoter toujours sans retirer le bidon et d'aller rincer les points. Donc vous procédez au rinçage, vous ramenez ici le bidon, vous faites un dernier rinçage pour rincer cette partie-là, comme ça, et en plus ça finit de rincer le système, le tuyau, vous retirez la sécurité, vous déclipsez, vous libérez le bidon qui a été utilisé, rincé, sans jamais avoir eu un contact direct entre l'agriculteur et le produit. Donc que ça soit éclaboussure autour, éclaboussure dessus, vapeur, donc vous avez un système, ce qu'on appelle un système de transfert fermé, qui renferme le produit entre le bidon et le pulvé, et non pas au niveau de l'agriculteur. Quasiment. Regardez. Donc la décision, on est tous des fois un peu à l'envers, mais l'idée c'est de standardiser pour 2025, entre 2025 et 2030, l'ensemble des liquides produits par toutes ces firmes, entre 2 et 15 litres, sera avec ce système-là. Il y a des firmes pour lesquelles on pourra descendre à 1 litre parce que les pas de vis sont bien du 63, pour d'autres c'est pas encore du 63. Et pour les containers de taille supérieure, les 20 litres, il y a un problème mécanique de poids sur le système mécanique. 2, on demande à l'agriculteur de retourner 20 litres, donc avec des densités parfois de 1 à 12, on n'est pas loin des 25 kg. Donc la MSA n'est pas très favorable. Et 3, les 20 litres souvent sont des formats décalés, déportés comme ça. Le bouchon est à l'extérieur, donc ça vous fait des systèmes de balance comme ça qui sont pas si simples à gérer, plus les anti-Bluetooth. Donc aujourd'hui, nous, l'engagement des firmes, c'est de basculer nos productions à terme de liquide avec le même bouchon. Si quelqu'un n'a pas le système, il fait comme d'habitude. L'avantage c'est qu'il n'y a plus d'opercule métallique à percer puisque l'opercule il est mobile et il est là. Donc le système de base il est simple, c'est un mandrin qui monte, quand il monte il s'écarte, ça vient saisir l'opercule. Quand vous le rabattez, ça rapproche, il vient reposer l'opercule.